Voilà, donc vous avez tous eu le message, l'enregistrement est en cours. Donc bonjour à toutes et tous, merci de couper vos micros et caméras, je suis désolée, je le répète. Donc moi je suis Lucie Jean-Jean, je suis la responsable pédagogique de l'organisme de formation de l'association FAY, je vous en parlerai tout à l'heure. Et donc vous avez en caméra Soline Bricou, qui est notre formatrice du jour. Et juste en dessous, vous avez marqué écran Soline. Je vous invite à cliquer dessus pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. C'est du coup le support de présentation pour ce 4e webinaire. Alors, hop, je coupe encore les vidéos et les caméras. C'est pour des questions donc RGPD. Allez, il y a encore quelques personnes qui se connectent. Donc, bienvenue pour ce 4e webinaire organisé par l'association FAY, Famille, Enfance, Éducation Populaire. Et la thématique du jour, c'est comment aider la communication et le langage chez un petit enfant. Webinaire animé par Soline Bricou, qui est orthophoniste. Elle prendra tout à l'heure le temps de se présenter. Et donc, on est ensemble jusqu'à 13h45. Donc, effectivement, pour des raisons RGPD et de protection, on vous demande de couper micro et caméra. Je suis désolée, je répète et répète. Et donc, c'est un webinaire qui est enregistré. Vous recevrez à la fin du webinaire un mail avec le lien de partage pour obtenir le replay. Et vous aurez aussi le support de cette présentation d'aujourd'hui. Et vous recevrez aussi un questionnaire qu'on vous demandera de remplir. Le webinaire est aussi diffusé sur YouTube et sur notre site internet aussi. Donc, il y a un chat à disposition. C'est moi qui sera modératrice de ce chat. Donc, pendant le webinaire, ça ne sera pas possible d'échanger directement avec la formatrice, mais par contre, n'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat. Je m'occuperai du coup de la régulation et on prendra 5 minutes à la fin pour répondre à vos questions s'il y en a. Quand vous vous êtes inscrit, vous avez aussi pu poser des questions. Vous avez été nombreux à nous poser des questions, à poser des questions surtout à la formatrice. Donc, comme pour tous nos webinaires, la formatrice a pris en considération les questions qui revenaient le plus souvent et elle les a intégrées du coup à sa présentation. Donc, vous aurez aussi déjà quelques réponses à vos questions. À la fin, donc on prendra quelques minutes. S'il n'y a pas de questions dans le chat, on reprendra des questions qui ont été posées lors de l'inscription. Écoutez, voilà, je pense que j'ai fait le tour en tout cas de me présenter. Donc, l'organisme de formation de l'association Famille, Enfance, Éducation Populaire, c'est une association qui à la fois s'occupe du Festival de la Petite Enfance et de la Famille Pau Béarn. Cette année, nous serons donc le 36e festival. C'est un festival qui dure 4 jours et qui regroupe des associations et des partenaires autour de la petite enfance. Et pour cette année aussi, la périnatalité. Et donc, l'association FAY, c'est aussi un organisme de formation certifié CAIOPI depuis 2021. Et donc, on propose des formations pour les professionnels de la petite enfance, de la périnatalité, les enseignants et les particuliers aussi. Voilà, je vous laisse du coup avec Soline Bricou. Et comme je vous le disais, je reste disponible sur le chat si vous avez des questions. Et je réitère encore une fois ma demande de pouvoir couper caméra et micro. Merci beaucoup et bon webinaire à vous. Bonjour. Eh c'est avec beaucoup de joie que je participe à ce webinaire. C'est mon premier, alors je vais essayer d'être à la hauteur. Voilà, je me présente, Soline Bricou, je suis orthophoniste depuis 1992. Vous voyez, ça date un petit peu. Et donc, ma pratique, c'est vraiment la rééducation en libéral auprès d'enfants. Donc, depuis plus de 30 ans maintenant. J'ai également 2 autres petites activités. La transmission. J'ai effectivement eu la grande joie d'aller en Côte d'Ivoire 2019-2020. Et puis, j'ai continué une année à distance comme volontaire de solidarité internationale pour monter la première école d'orthophonie de Côte d'Ivoire. Et j'ai découvert que j'aimais transmettre mon expérience. Voilà. Et donc, c'est suite à cette expérience qu'une amie m'a sollicité et j'ai rejoint la FAY avec beaucoup de joie. Et puis, une autre petite activité, c'est la prévention, notamment à travers une association OPS 64, mais également avec la CPAM dans les écoles, etc. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'orthophonie? Peut-être que
Certains ne connaissent pas plus que ça. C'est vraiment une spécialité du langage et de la communication. Donc, le langage de la communication, bien sûr, le langage oral, écrit, gestuel, l'affluence, c'est-à-dire le bégaiement, notamment, pas que, mais l'oralité alimentaire, la mémoire, la voix, etc. Moi, je ne m'occupe que des enfants, donc je fais très peu de neuro, mais c'est aussi dans le champ de compétences de l'orthophonie. C'est remboursé par la CPAM et les mutuelles, ou bien par la CPAM pour les C2S. Et donc, nous sommes soumis à des règles déontologiques de la Haute Autorité de Santé et de la CPAM. Et pour avoir un rendez-vous, nous avons des listes d'attente et malheureusement, ça peut être un petit peu long, plusieurs mois, voire une année, selon les moments. Donc, moi, je vais vous présenter une des listes d'attente. Il y en a plusieurs. Chaque orthophoniste appartient à différentes listes d'attente, mais je vais vous en présenter une. C'est celle avec laquelle je travaille, mais parce qu'elle n'est pas que liste d'attente. Donc, c'est alloortho.com. Vous voyez en haut à droite, là, je voulais en accès orthophoniste. Vous pouvez cliquer dessus et puis rentrer les informations. Votre nom, le téléphone, et puis quelle est la demande. Est-ce que c'était pour un enfant, pour un adulte? Quelle problématique? Donc, ça, c'est un premier pilier de cette liste d'attente de ce site. Mais c'est également un site sur lequel il y a beaucoup d'articles qui peuvent déjà répondre à plein de questions. Vous voyez dans le bandeau à gauche bleu, il y a des domaines. Donc, ça peut être langage oral, langage écrit, neuro, mémoire, etc. Et puis, il y a des âges. Donc, vous pouvez cliquer là directement et vous avez des petites vignettes. Par exemple, Mathéo a 18 mois, il ne parle pas aussi peu, comment l'aider? Et donc, ce sont des orthophonistes qui ont rédigé les réponses. Donc, ça peut déjà vous donner plein de petits outils. Mon enfant refuse le brossage des dents et les soins dentaires, comment faire? Voilà. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant. Il y a plein de livrets à télécharger, des petites vidéos à visionner qui peuvent être très, très utiles. Et puis, enfin, si vraiment il n'y a pas eu les réponses. Vous voyez les domaines, il y a le développement, l'alimentation, langage, lecture, mémoire. Voilà. Si vraiment vous n'avez pas trouvé la réponse, si vous vous posez encore des questions ou vous souhaitez avoir plus de... Voilà, vous voulez savoir si vraiment il faut prendre rendez-vous ou pas, ou avoir un petit peu des conseils, il y a une plateforme téléphonique gratuite et sécurisée pour échanger avec des orthophonistes. Donc, vous cliquez, là, j'ai besoin de parler à un orthophoniste, vous laissez vos coordonnées et un orthophoniste vous rappellera. Donc, ça ne vous donnera pas un rendez-vous plus rapidement, mais ça vous permettra d'échanger avec vous et d'avoir quelques conseils. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est tout nouveau, hein, ça date du mois d'avril. Donc, c'est pour ça que j'insiste un petit peu parce que cette plateforme n'est pas encore connue. Donc, n'hésitez pas à la transmettre autour de vous. alloortho.com. Et maintenant, on va rentrer dans le webinaire. Il y a eu beaucoup de questions autour du trouble. Qu'est-ce qui fait que c'est un trouble, pas un trouble ou un simple retard? Est-ce que c'est un trouble ou est-ce que c'est lié à l'environnement? Donc, un trouble, c'est vraiment quelque chose qui est intrinsèque à l'enfant. Je vous ai pris l'exemple de la petite graine là, qui pousse. Le trouble, il est dans la graine, d'accord? C'est comme une surdité ou d'être blond, d'avoir les yeux bleus. C'est intrinsèque à l'enfant. Ce n'est pas lié à l'environnement. Mais l'environnement, évidemment, il agit aussi. Hein. Cette petite graine, si elle n'a pas suffisamment de terreau, si elle a trop d'eau ou pas assez d'eau, trop de soleil, pas assez de soleil, ben forcément que ça va venir altérer le développement de la petite graine. Vous voyez la différence. Hein. Très fréquemment, on se dit, bon, c'est parce que c'est un enfant qui est que devant les écrans. Vous voyez, donc là, on est dans l'environnement qui n'est pas stimulant, une famille qui ne parle pas. Donc, peut-être que c'est pour ça que l'enfant a un trouble du langage. Mais donc voilà, il s'agit de bien faire la part des choses et c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident, ça demande avec bienveillance et sans jugement d'interroger, de poser les questions, d'essayer d'aller voir si les conditions sont réunies pour que l'enfant, naturellement, puisse parler, d'accord? Et si les conditions sont réunies et que l'enfant ne développe pas de langage, alors peut-être qu'on a un trouble. Mais c'est pas si simple que ça parce qu'il y a un effet je vous ai mis là le cercle vicieux, c'est-à-dire que si l'enfant il a un petit trouble, bien l'environnement va s'ajuster
pas forcément de manière idéale. Il y a qu'un enfant, par exemple, qui ne pose pas de questions. Vous voyez, à 3 ans, on a plein de questions. Et pourquoi la lune est la nuit? Et pourquoi la plante est verte? Et pourquoi, hein? Des fois, on a envie de les débrancher. Mais l'enfant qui pose pas de questions parce qu'il a un trouble, ça n'intéresse pas, c'est difficile pour lui le langage, mais les parents ne vont pas répondre, donc vont moins le solliciter, vont moins donner d'informations. C'est un petit peu le serpent qui se mange la queue, d'accord? Donc ça, c'est vraiment une question qui est pas si évidente que ça. Quelquefois, et ça peut arriver que ce soit que des questions d'environnement, mais bien souvent, l'environnement, il s'ajuste, il s'adapte à son enfant. Et si l'enfant n'est pas demandeur, n'est pas sollicitant, eh bien, tout doucement, l'environnement va devenir moins nourrissant. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est aussi, on se demande, est-ce que c'est un trouble ou est-ce que c'est parce que l'enfant est timide? Ça va venir, voilà. Est-ce que c'est propre à l'enfant? Donc, je vous ai mis l'image des arbres. Vous voyez, tous les arbres ont des caractéristiques communes, à savoir des racines, un tronc, des branches et du feuillage. Mais à part ça, vous voyez les différences. La nature du chêne, c'est d'être un arbre bicentenaire, multicentenaire, qui fait un gros tronc, un bon feuillage qui va nous faire de l'ombre, et on va même pouvoir l'utiliser pour faire des poutres. Voilà, c'est la nature du chêne. Hein. La nature du cerisier, c'est de donner des bonnes cerises. On n'est pas dans un énorme tronc avec un grand feuillage, etc. C'est pas tout à fait la même nature du cerisier. Et donc, vous voyez bien que chaque arbre a des fonctionnements un petit peu différents. On pourrait dire que c'est le caractère de chaque enfant. Hein. On a vraiment une diversité d'enfants, mais dans chaque arbre, il y a des constantes qui sont les racines, le tronc, les branches et le feuillage. Et donc, le trouble, il va venir, ça peut être une indication. Le trouble, c'est quand on a un souci au niveau des racines, du tronc, des branches ou du feuillage. On va développer un petit peu. Hein. Voilà. Donc, je vais reprendre cette image de l'arbre. Bon, c'est une image, elle vaut ce qu'elle vaut, mais je trouve qu'elle est assez parlante. Vous voyez, quand l'enfant a un problème de langage, on est dans le feuillage, tout en haut de l'arbre. Mais le langage, c'est dire des mots, bien sûr, articuler, parler, faire des phrases, mais c'est aussi comprendre le langage. Et ça, ce sont les branches. Donc, quand mon enfant ou mon patient, mon petit patient, mon petit élève à la crèche, enfin à l'école, ou mon enfant à la maison, quand il ne parle pas ou parle pas bien, première question à se poser, c'est est-ce qu'il comprend le langage? Et moi, j'ai beaucoup de patients qui y arrivent et quand j'interroge les parents disent oui, il comprend tout. Et puis moi, en fait, quand je teste le langage, l'enfant, il ne comprend pas forcément le langage. Et ça, c'est très différent. Un enfant qui comprend mais qui ne parle pas, c'est moins inquiétant. D'accord? On est peut-être moins dans le trouble. Un enfant qui ne comprend pas, alors évidemment, l'enfant, en fait, il comprend le contexte. Hein, s'il voit sa maman qui se lève, qui prend ses affaires et qui lui dit « tu viens, on sort, on va chercher ta petite sœur », eh bien, l'enfant, il vient, voilà, on peut penser qu'il comprend, mais en fait, il compense. Il compense parce qu'il est intelligent, parce qu'il est vif, parce qu'il est curieux, parce qu'il observe. Donc, l'idée, c'est vraiment de vérifier est-ce que l'enfant comprend le langage. Donc, une des manières de faire, ça peut être de faire autre chose et de lui dire « tu vas chercher tes chaussures, s'il te plaît ?» Voilà, sans donner d'indication, d'accord? Sans donner de contexte. En général, on donne toujours du contexte, hein, mais là, on veut juste tester, vérifier. Et puis, on peut répéter si on sent que c'est pas sûr. Voilà, ça, c'est un petit indice. Peut-être il y a un trouble. D'accord? Ensuite, on a les fonctions prélinguistiques. Vous voyez, c'est le tronc. Respiration, succion, déglutition, mastication. C'est la même musculature et la même innervation dans toute cette partie de la bouche pour respirer, téter, déglutir, mastiquer et pour parler. D'accord? On a 12 paires de nerfs crâniens, 24 nerfs juste pour cette partie du corps. Et plein de muscles, 17 muscles rien que pour la langue. Vous voyez, il y a des muscles qui propulsent, des muscles qui élèvent, la langue qui se lève, des muscles qui viennent, d'accord? Donc, 17 muscles. Et souvent, quand j'ai un patient qui arrive et que j'interroge sur le langage, donc je redescends le tronc de l'arbre, là, et je pose des questions.
Et bien souvent, un enfant, par exemple, qui n'articule pas bien, vraiment, eh bien, souvent, quand on pose des questions, comme par hasard, c'était peut-être déjà un enfant qui avait du mal à téter. D'accord? Donc, ça veut dire qu'un enfant qui a du mal à téter tout petit, il est question d'aller déjà l'aider à ce niveau-là. Parce que si toute cette langue, les lèvres, les joues, tout ça, ça s'organise bien, eh bien, il y a beaucoup plus de chances que le langage se mette bien en place. Donc ça peut être une autre paire de lunettes. Donc, premier indice, la compréhension. Est-ce qu'elle est bien là ou pas? La compréhension du langage, hein, pas la compréhension du contexte. Ensuite, si c'est un trouble articulatoire, cette bouche, est-ce qu'elle a du mal à manger? Est-ce que c'est une petite bouche qui n'est pas très gourmande, qui ne mange pas de légumes, pas de fruits? Est-ce que l'enfant a réussi à téter, etc. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, un enfant qui a une langue basse. Tous les enfants, à la naissance, hein, tête. Vous pouvez éteindre le micro, voilà, merci. Ça résonne. Voilà, merci. Je m'en occupe, je vais m'en occuper. Super, merci. Donc, s'il y a une langue basse, hein, vous voyez bien que cette langue, elle est très lourde, hein, 17 muscles, elle va aller abaisser la mandibule qui va s'élargir. OK? Normalement, vous pouvez, je ne sais pas si vous voyez, sinon vous coupez le partage d'écran quelques minutes, je vais vous montrer. Normalement, c'est le maxillaire qui recouvre la mandibule. Donc, vous pouvez aller sur la caméra de Soline Bricou, du coup, comme ça, elle vous montre en direct. Voilà. Et après, revenir sur l'écran, Soline, partager. C'est bon? Tout le monde y est? Moi, je ne vois pas, alors voilà. Vous voyez cette petite boîte? Normalement, c'est le maxillaire qui vient recouvrir la mandibule. Hein, c'est-à-dire que les dents du haut recouvrent les dents du bas. Hein. Mais si on a une langue basse, un peu lourde, et c'est l'inverse qui va se passer, la mandibule va s'élargir, elle va s'agrandir, et le maxillaire, qui est au départ étroit, il est censé s'élargir avec la petite langue qui monte. Hein. Et c'est la langue qui monte qui vient élargir le maxillaire et pas l'inverse. Autrefois, on pensait que c'est parce que le maxillaire était trop étroit que la langue ne pouvait pas se faufiler. Hein, mais maintenant, on sait que c'est la langue qui se faufile au palais, puisque l'être humain, la nature, hein, comme la nature de l'arbre, c'est de faire des feuilles, et la nature de l'être humain, comme la nature de l'arbre d'ailleurs, c'est la verticalité. Hein, nous sommes des êtres appelés à nous verticaliser, voilà, et la langue, qui au départ est une langue basse qui tète, est appelée à monter au palais. Et c'est en montant au palais qu'elle vient élargir le maxillaire. Voilà, c'était un petit exemple. Donc, moi, c'est très facile à travailler. Je vous montre un petit… Vous pouvez le travailler si vous voyez un enfant qui a la langue basse. Vous pouvez, moi, je travaille avec une petite langue de chat. Vous pouvez faire avec un mikado, avec tout ce que vous voulez. De venir vraiment chercher cette petite langue. Allez, vas-y, vas-y. Alors, vous allez voir, au début, l'enfant veut vous attraper le gâteau. Il tourne la tête. Et nous, on veut que la langue sorte. Allez, vas-y. Ouais, super. Bravo, encore. Super, et quand il y arrive, et là, vas-y. On fait la petite glace, on lèche. Allez, vas-y, le petit chat, ce que vous voulez. On y va. Oui, super. Et de l'autre côté, je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère. On peut faire en haut, en bas. Et si on fait un petit peu, vous allez voir, c'est très sympa à travailler. Parce qu'en quelques semaines, quelques mois, vous voyez cette petite langue qui était là, qui commence à bouger, à s'affiner, qui commence à pouvoir aller à droite, à gauche, en haut, en bas. Évidemment, après, vous lui donnez le petit gâteau à manger. C'est très intéressant parce que vous voyez que pour articuler un T, D, N, L, N, il faut que la langue monte. Donc, un enfant qui a une langue basse, et forcément, qui ne va pas pouvoir articuler un T, D, N. Donc, il va falloir muscler cette langue pour qu'elle puisse monter. D'accord? Donc voilà, donc premier niveau de compétence, c'est comprendre et dire des phrases.
Deuxième niveau de compétence, c'est toute cette musculature et cette innervation du visage, hein, qui est la même, on l'a dit, pour respirer, téter, déglutir. La respiration, hein, c'est un problème de santé publique. J'ai pas le temps de le détailler, mais vraiment, c'est pas négligeable. Il faut vraiment aller regarder cette respiration. Et puis enfin, le troisième niveau de compétence sont les racines, les compétences sociales précoces, on les appelle, ou compétences socles. Il y en a 9, 10, enfin, il y en a plein, mais on pourra en voir si vous venez en formation 9 ou 10. Mais là, je vais vous donner l'exemple d'une compétence, c'est le regard. Le bébé, à quelques heures de vie, il est capable de regarder, d'entrer en interaction avec son parent. C'est magnifique à voir. Bon, je n'ai pas le temps de vous montrer des petites vidéos, mais vraiment à quelques heures de vie. Alors, à quelques semaines, n'en parlons pas, à quelques mois, l'enfant, il regarde. Le langage s'apprend dans la relation, dans la communication et avec le regard. On peut apprendre une troisième ou une quatrième langue sur Internet, il n'y a pas de souci. Mais les premières langues, si vous voulez, le bébé est né avec tous les nerfs, mais les connexions ne sont pas faites. Donc, il va falloir aller connecter. D'accord? Et donc, il va falloir que ce regard, c'est en regardant, le parent regarde son enfant, il le regarde, il l'appelle, et l'enfant, normalement, il regarde et ça se connecte. Cette compétence, elle se met en place. Si elle ne se met pas en place, alors on a un trouble, d'accord? C'est naturel. Le système nerveux, il est pré-câblé pour la communication, il est pré-câblé pour le langage. Donc, le système nerveux, tout est prêt pour communiquer, pour regarder, pour parler. Par contre, le système nerveux, il n'est pas pré-câblé pour apprendre à jouer du piano. Il n'est pas pré-câblé pour apprendre à conduire. Il n'est pas pré-câblé pour apprendre à lire et à écrire. Mais on est pour autant, c'est pas pour ça qu'on n'est pas capable de l'apprendre. Mais vous voyez que ça va demander de l'énergie. Alors que le langage, si les conditions sont réunies et qu'on n'a pas de trouble, ça va se faire tout seul. Si on parle à un enfant, si on le regarde, il va se mettre à regarder. D'accord? Donc, un enfant qui ne regarde pas, à quelques semaines, quelques mois, quelques années, il va falloir vraiment l'entraîner comme on entraîne pour jouer du piano. Hein, on va faire des gammes, on va répéter, répéter. Donc là, cette compétence-là, il va falloir aller la chercher. Donc, première chose, par exemple, le regard. Dans une crèche, vous observez qu'un enfant, il ne regarde pas. Mais il ne regarde pas, il ne regarde rien. Qu'est-ce qu'il regarde? Prenez le temps en équipe de vous poser. Qu'est-ce qu'il regarde, cet enfant? La toupie qui tourne, est-ce qu'il la regarde? Et combien de temps il la regarde? Peut-être qu'il est capable de regard soutenu avec une toupie. Ah ben, c'est déjà une compétence. C'est très rare les enfants qui ne regardent absolument rien. Il y en a, hein, mais c'est rare, d'accord? Vérifions la vue, bien sûr. Hein. Est-ce qu'il regarde la petite voiture qui roule? Est-ce qu'il regarde sa maman? Et comment il regarde? Est-ce qu'il regarde de manière soutenue? 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes? Est-ce qu'il regarde de manière furtive? Comme ça, un petit regard en coin? Est-ce qu'on a l'impression qu'il ne regarde pas, mais il y a une espèce de regard un peu périphérique, là? D'accord? Donc, on prend le temps de le noter de manière factuelle. Et puis, surtout, on n'en reste pas là, on va aller le chercher, ce regard. Ça, c'est une compétence indispensable, d'accord? Donc, on ne peut pas laisser l'enfant comme ça, en disant juste, il ne regarde pas. Il va falloir aller le chercher, l'entraîner, comme on fait du piano. Donc, par exemple, vous prenez le goûter, on reprend notre petite langue de chat, et vous ne lui donnez pas le goûter en entier. Vous prenez un petit bout. Par exemple, si c'est un enfant qui a plaisir à manger, hein, j'entends. Un enfant gourmand. Vous savez que la nourriture, c'est son truc. Donc, au moment du goûter, vous pouvez prendre un petit bout de goûter et lui dire « Oh, tu veux ton goûter? Je te donne du goûter. » Vous lui donnez. Il y a fort à parier qu'une fois qu'il a terminé son petit morceau de goûter, il va y avoir une espèce un petit truc là, hein, ou un petit bruit, ou vous attendez. « Ah, qu'est-ce que tu veux encore du goûter? Ah !» Et vous lui donnez un autre petit bout de goûter. Et petit à petit, comme ça, on va essayer d'allonger. Si vous voulez, on va jouer sur la frustration. Il va s'agir de mettre un petit peu de frustration pour que l'enfant ait envie, soit motivé pour demander, regarder, mais en même temps, on ne met pas trop de frustration. L'objectif, ce n'est pas de provoquer une colère. Donc, il va falloir jauger, doser,
Hein. Et puis, vous allez voir que petit à petit, l'enfant, vous pouvez lui dire, qu'est-ce que tu veux? Regarde-moi, qu'est-ce que tu veux? Ah, tu veux encore du goûter? Tiens, si vous faites ça tous les jours, au goûter du matin, au goûter de l'après-midi, vous allez voir que ça vient, ça va se connecter. C'est comme les gammes de piano, quoi. Un autre exemple que je vous donne, c'est par exemple la balançoire. Souvent, les enfants aiment faire la balançoire. Donc, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, voilà, vous lancez la balançoire, puis hop, vous arrêtez la balançoire. Il y a des chances que l'enfant, il donne un petit coup de fesse là, ou qu'il voilà. Ah, qu'est-ce que tu veux? Tu veux encore de la balançoire? Ok, allez, on retourne. Une fois, 2 fois, 3 fois, hop, vous arrêtez. Et petit à petit, qu'est-ce que tu veux? Regarde-moi. Dès qu'il vous regarde, ah, tu veux encore la balançoire? Petit à petit, vous allez voir le regard qui va être souvent associé à la demande. Voilà. Hein. Donc, c'est comme ça qu'on met en place et qu'on travaille chaque compétence sociale précoce. Voilà, vous pouvez remettre votre diaporama. On va continuer la présentation. Alors, j'ai eu aussi beaucoup de questions donc, concernant le bilinguisme. Est-ce que le bilinguisme est une chance ou il vient compliquer les affaires? Hein, en gros, c'est ça la question. Je vous ai mis l'image de la salade de fruits parce que vous voyez, une salade de fraises, ben c'est bon. Une salade de nectarines, c'est délicieux. Mais une salade de fraises nectarines, vous voyez que c'est plus subtil. Hein. C'est vraiment cette image-là. Le bilinguisme est une chance. Toutes les études le montrent. Le bilinguisme est une chance. Le multilinguisme est une chance. Dans le monde entier, les enfants parlent plusieurs langues. Même en France, on parlait patois à la maison et français à l'école. Hein. Donc ça, vraiment, le cerveau est câblé, pré-câblé pour les langues. Pour la communication, on a dit, pour les interactions, mais aussi pour les langues. Ça, il faut en être convaincu. Le bilinguisme stimule les fonctions exécutives. Je ne vais pas entrer dans les détails. Il façonne des façons de penser différentes, bien sûr. Il facilite l'apprentissage d'une troisième langue à l'école. Mais il y a des conditions. Est-ce que ce bilinguisme soit une chance? S'il y a la question, c'est qu'effectivement, ce n'est pas si évident que ça. Il faut bien sûr une qualité des langues. On parle d'un bilinguisme si la personne qui parle français parle correctement le français, et la personne qui parle l'anglais parle l'anglais. Baragouine pas de l'anglais ou c'est pas un français qui parle l'anglais, d'accord? Donc déjà, ça suppose que les interlocuteurs manipulent les deux langues de manière aisée. Il faut, et ça c'est très important, il faut que les deux langues, si on parle du bilinguisme, soient valorisées des deux côtés. Imaginons un enfant à la maison en France, on va dire un enfant, voilà, et puis il entend toute la journée les parents qui disent « Oh là là là, mais le français c'est trop compliqué », et puis l'orthographe, puis alors l'école en France, mais les journées sont à rallonge, vraiment c'est mieux chez nous, et puis les Français ils font que râler. Ben, vous voyez bien que cet enfant, il n'aura pas tellement envie d'investir le français. Hein, il y a comme un conflit de loyauté. OK? Mais c'est la même chose dans l'autre sens. Si à l'école ou à la crèche, les enseignants ou, je sais pas, disent « Bon là, il faudrait quand même que vous mettiez à parler français. Peut-être qu'il faudrait qu'il arrête de regarder la télévision dans sa langue. Il faudrait qu'il regarde la télévision en français parce que, eh bien, en fait, ça veut dire, ben, votre langue, elle n'est pas intéressante, quoi. Votre langue, c'est un handicap. » D'accord? Alors qu'en fait, la langue, le socle, la première langue, alors je ne vous ai pas mis l'image, mais la première langue, elle est la base pour développer les autres langues. Donc, cette valorisation des différentes langues, des deux ou des trois côtés, de tout le monde, mais comment on dit ce mot-là? Waouh, quelle chance d'être bilingue, de parler français et arménien, mais quelle chance! D'accord? Une autre condition, c'est le temps d'exposition aux différentes langues. Pour qu'on puisse parler de bilinguisme, regardez ça, il faut 1 à 3 ans d'exposition à la langue pour comprendre la langue et faire des petites phrases, 3 à 5 ans pour le parler correctement, et ça, 30% minimum. Donc, je vous ai fait un petit calcul. Moi, j'ai encore 2 minutes. Un enfant, par exemple, qui va en petite section 4 heures par jour pendant 5 jours.
on va dire que ça fait, ou 3 heures par jour pendant 5 jours, ça fait 15 heures par semaine, ce qui n'est pas négligeable. Hein. Eh bien, si on compte que cet enfant, il est éveillé pendant 12 heures, ça ne fait que 17% d'exposition à la langue du français. Si dans la famille, on ne parle pas du tout français, s'il n'y a pas de petits copains ou de petits voisins qui parlent français avec, si c'est un petit aîné, un aîné qui vient d'arriver, voilà, qui va à l'école le matin, puis admettons, il rentre le midi, puis il reste à la maison l'après-midi, il fait la sieste, bien en fait, les conditions ne sont pas réunies. Donc, il est tout à fait normal qu'arrivé en grande section, on est juste à 3 ans, vous voyez, que l'enfant, il faut vérifier, est-ce qu'il comprend le français? Hein, il est censé commencer à bien comprendre le français, mais il n'est pas anormal qu'il ne le parle pas encore correctement. C'est juste une question de temps. Parce que bien sûr, le bilinguisme, l'enfant, il apprend des mots dans les 2 langues. Donc, si on voit les mots, les études montrent qu'en fait, le total des 2 stocks lexicaux, on appelle dans les 2 langues, il est supérieur à un enfant qui parle que français. Mais nous, l'enseignante, ou vous ou moi, on voit que la moitié. Donc, forcément qu'on s'inquiète. D'accord? Donc, le dernier critère, c'est que le trouble, par rapport à la question du trouble, c'est que le trouble, il est dans les 2 langues, dans toutes les langues. Donc là, vraiment, il s'agit d'aller interroger finement les parents en disant, tiens, est-ce qu'il connaît les comptines dans votre langue? Est-ce que dans votre langue, il sait dire, vous voyez, j'avais une petite fille marocaine, les parents m'ont dit, oui, dans notre langue, elle parle très bien, il n'y a que le français. Bon, ok. Après, j'ai fait des petits jeux de loto, là, il y avait dans la cuisine, je lui disais, tu me le dis en français ou en arabe, comme tu veux. Hein. Et puis moi, j'ai Google Trad, comme ça, je vais apprendre l'arabe parce que c'est tellement chouette de connaître l'arabe, puis moi, je suis nulle. Et donc, cette petite fille, elle connaissait le robinet, mais elle ne connaissait pas l'évier. D'accord? Elle connaissait la fourchette, l'assiette, le verre, mais pas la casserole, la poêle, etc. Même une petite fille à qui on n'a pas appris ce vocabulaire-là, elle est en CP, 6 ans, elle a entendu. Tiens, donne-moi la casserole. Oh, il faut laver la poêle. Ouais, c'est une petite fille. Dans les 2 langues, c'était faible. Malgré ce que disaient les parents, en fait, en affinant, c'était faible. D'accord? Là, j'ai pris en soin. D'accord? On était dans le trouble. Le trouble, il concerne toutes les langues et pas une seule langue, puisqu'il est intrinsèque à l'enfant. Voilà, oups, j'avance. Alors, quelques repères. On m'a demandé aussi des repères dans les questions, donc je ne vais peut-être pas les détailler, vous les aurez dans le webinaire, hein, vous pourrez regarder, mais juste vous dire que vers 1 an, c'est l'apparition des premiers mots. Ce qu'on appelle un mot, c'est une structure stable, qui est toujours la même si elle est mal articulée. Par exemple, un tâteau pour un gâteau, ça compte pour un mot. Si à chaque fois que l'enfant veut un gâteau, il dit un tâteau, c'est ce qu'on appelle un premier mot, d'accord? Ou un tête pour un cake, ça marche. Le premier mot, on le demande dans n'importe quelle langue. Hein. Ce qu'on veut, c'est un petit peu un repère. Est-ce que l'enfant, vers 1 an, il commence à dire un mot ou plusieurs mots, maman, papa, bien sûr, mais aussi tato, etc. Ok? Vers 2 ans, c'est la même chose. On prend les phrases et association de 2 mots ou 3 mots. Mais c'est pareil. Si le mot est mal articulé, c'est pas qu'on s'en moque, mais en tout cas, on compte qu'il y avait bien association de mots. Et même s'il y a un mot dans une langue et dans l'autre langue, c'est OK, ça veut dire que là-haut, ça connecte. La notion de phrase est en train de se connecter. Voilà, c'est juste ce que je voulais vous dire. Après, le reste, vous pourrez le voir plus détaillé. Donc, une bonne et une mauvaise nouvelle, c'est que le langage et toutes ses compétences, c'est avec la répétition. Le système nerveux, neuroplasticité, vous voyez, ça se connecte avec la répétition. Alors, c'est une mauvaise nouvelle pour moi, orthophoniste, parce que les patients, je les vois 1 ou 2 fois 45 minutes par semaine. Vous voyez, je n'ai pas beaucoup d'occasions, moi. Hein. Mais c'est une bonne nouvelle pour vous, parents. C'est une bonne nouvelle pour vous à la crèche. C'est une bonne nouvelle pour vous, les enseignants. Les enfants, vous les avez. Allez-y, connectez, répétez. Voilà. Donc, je vous reprends les 3 niveaux de compétences. Si ça vous parle et si vous avez envie d'approfondir, la FEE propose des formations. On vous a proposé des dates de 2 jours de formation pour voir l'ensemble des compétences. Et puis ensuite, on vous propose une journée par compétence. Voilà. Les compétences sociales précoces le 26 mars,
les fonctions prélinguistiques, un peu plus en détail que là, le 30 avril. Et puis toutes les stratégies du langage, la question du bilinguisme, mais aussi du bégaiement, le 21 mai. Et bien sûr, sur demande auprès de Stéphane ou de Lucie, il suffit de contacter la fille. Voilà, donc les objectifs de cette formation, c'est de savoir quoi regarder. Hein, je vous ai mis ces 2 paires de lunettes, dès qu'on dit, il y a un petit truc un peu bizarre là, de manière bienveillante, pour repérer précocement, afin d'aider au diagnostic, mais en étant factuel, et surtout de mettre en place des stratégies très très vite, le plus tôt possible. Hein. Il n'est pas question de laisser l'enfant enliser dans le sable mouvant. Donc voilà, donc cette formation se veut très concrète, c'est de notre responsabilité d'aller chercher, connecter le plus tôt possible. Voilà, eh bien moi j'ai terminé cette petite présentation un peu rapide, mais si vous avez des questions, mais j'aurai la parole à Lucie. Merci Soline pour cette belle présentation. Est-ce que, alors il n'y a pas eu de questions pendant le chat. Voilà, je ne sais pas si vous avez particulièrement des questions. Après Soline, peut-être que tu peux reprendre quelques questions que tu n'as pas abordées. Je ne sais pas si tu as la liste sous les yeux là de toutes les questions. Est-ce que peut-être il y en a une? Je te laisse présenter la suite et puis je regarde les questions. D'accord, ça marche. Alors, je te laisse avancer. Voilà. Donc, juste pour clôturer le webifé, et puis après, on prendra 5 minutes voilà, pour piocher sur les nombreuses questions qu'il y a eu lors de vos inscriptions, parce qu'il n'y a aucune question dans le chat. Donc, le prochain webifé sera le mardi 1er septembre 2026. Au mois d'août, il n'y a pas de webinaire, vu que c'est les congés, et les congés pour tout le monde. Et donc, le prochain est le mardi 1er septembre de 13h à 13h45. Et c'est moi-même qui vais présenter ce webinaire, parce que je suis aussi formatrice sur les violences conjugales, les violences intrafamiliales et prévention des violences sexuelles chez le jeune enfant. Donc, le thème de ce webinaire sera sur les violences, la question du consentement, de la protection en tant que professionnel de terrain, quand protéger commence par observer. Donc, vous avez le QR code sur le PDF pour vous inscrire, donc pour le 1er septembre. Et vous aurez aussi toutes les informations sur nos réseaux sociaux, Instagram, site internet. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant, ça sera fait. Et ensuite, Soline, je te laisse avancer juste la dernière slide. Donc, merci à tous et toutes pour votre participation et votre présence. Vous avez un deuxième QR code sur cette slide qui sont les informations générales de l'organisme de formation. Et vous pouvez effectivement nous contacter par mail, secrétariat@fe64.fr. Voilà, si vous avez d'autres questions. Soline, donc là, je laisse l'enregistrement encore actif. Et Soline, peut-être pour terminer, parce qu'il est 42, donc on a encore quelques minutes. Est-ce que tu as repéré des questions auxquelles tu n'avais pas encore répondu qui étaient... Alors, je vois 2 questions il y a beaucoup de questions sur le bilinguisme, sur le trouble, etc. La morsure, est-ce un moyen de communication ou pas? Non, la morsure n'est pas un moyen de communication, mais c'est un moyen de décharger des tensions. En fait, ce sont les chaînes musculaires croisées qui traversent tout le corps et qui arrivent aux mâchoires. Donc, quand il y a beaucoup de tension, l'enfant il a besoin de se décharger, et donc un des moyens de décharge de l'enfant des tensions de ces chaînes, c'est la morsure. Donc dans ce cas, n'hésitez pas à lui donner quelque chose à mordre. Et évidemment, il n'est pas question qu'il morde son petit compagnon, mais c'est pas un moyen d'entrer en communication, ou en tout cas c'est pas un moyen ajusté et adapté. Donc moi j'ai des garrots et je fais mordre beaucoup pour que ça lâche. Je fais mordre, et puis en plus ça vient stimuler la mastication. C'est souvent des enfants qui tètent, et donc cette mastication est pas bien présente, donc ils viennent chercher cette mastication. Donc donner quelque chose à mordre. Et puis enfin une dernière question, comment ne pas frustrer l'enfant quand on ne le comprend pas? Oui, ça c'est une vraie question, on l'abordera en formation par rapport au bégaiement. Vraiment j'ai envie de vous donner l'image du papier cadeau, du cadeau. Quand vous recevez un cadeau,
quand il y a un bégaiement ou que l'enfant il articule mal, le papier il est tout moche, quoi. Hein. Mais ce qui compte, c'est de regarder le cadeau. Ce qui compte, c'est d'être dans la relation, dans la communication. Et puis on essaie de comprendre. Voilà. Hein. C'est un petit peu rapide là comme réponse, mais en tout cas, dissociez bien tout ce qui est articulation, tout ce qui est construction de la phrase, c'est le papier cadeau. Mais ce qui compte, c'est le cadeau, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Ah, tu as envie de me dire ça? Bon, ça, on l'abordera beaucoup sur la question en lien avec le bégaiement, notamment, mais pas que. Toutes les petites stratégies à mettre en place pour essayer de se concentrer, de se mettre à la hauteur de l'enfant, de le regarder, puis d'essayer d'être patient, d'attendre et en même temps de deviner. Et en tout cas, ce qui compte, c'est de préserver la relation, de préserver la communication et de pas rentrer dans ce trouble-là à ce moment-là. Voilà, il va falloir le travailler, mais pas au moment où l'enfant veut parler et échanger. Voilà. Bon, je ne sais pas si ça répond tout à fait, mais c'est une vraie question en tout cas. Et voilà, je regarde, je pense que j'ai répondu à la majorité des questions de manière rapide. Parfait. Merci beaucoup, Soline, et merci à tous et toutes. On est sur un timing parfait parce qu'il est 13h45. Au plaisir de vous retrouver donc le 1er septembre pour un autre webinaire et on reste disponible voilà, autant que possible par mail ou même par téléphone. Vous avez tous les coordonnées sur Internet. L'organisme de formation et l'association FAIT est fermé durant tout le mois d'août, mais n'hésitez pas voilà, à nous contacter par mail si besoin et on traitera les mails le 31 août. Et dernière information, donc le festival 2026 qui cette année est sur les compétences psychosociales de l'enfant aura lieu du 8 au 11 octobre 2026 à l'hippodrome de Pau. Merci beaucoup, merci Soline, à bientôt. Merci, bonne journée. Bonne journée.